Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevonne, Stéphane et El Pouillou. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui pue du pop. Coucou les gens et bienvenue dans cette fantastique émission qui va vous parler de bande dessinée. Je suis Wanei Pied et je suis accompagné de Thio qui fait la moue comme à son habitude. Putain, bonjour à tous, je suis vraiment content de vous voir. Et de Tizak, okay. Notre ami Monsieur Mauvaise Foi. Moi je suis donc le coupeur de parole. Moi je suis atterré. Voilà. Et on commence sur de bonnes bases. Et voilà, une nouvelle saison qui commence, les fondamentaux sont toujours présents. Tout est respecté. Tout est respecté, rien ne change, on est bon. Voilà, si vous nous découvrez, sachez que dans cette émission, nous parlons donc de bandes dessinées, nous critiquons des bandes dessinées que nous avons lues. L'objectif, c'est qu'au moins 2 d'entre nous les lus, histoire qu'on puisse se confronter, s'engueuler et ne pas être d'accord. Des nez qui saignent. Bon, il y a plus les bouteilles de vin généralement qui saignent que nous, mais bon, quand même. Une des règles spécifiques, c'est que on peut donner un coup de cœur à une bande dessinée, mais il faut que tous ceux qui l'aient lue soient d'accord pour lui donner un coup de cœur. Ouais. Et ça n'arrive pas très souvent, ce qui fait que nos coups Non, parce de cœur... qu'on lit pas les BD en fait. Ouais, nos coups de cœur, c'est vraiment du top. Oui. Autre nouveauté de cette saison, désormais, nous allons essayer d'être un peu plus réguliers sur la bande dessinée des tipeurs, et nous en aurons une dans cette émission. Absolument. Ah oui, non, parce qu'on est quand même un petit peu sérieux. On vous demande de participer, on vous demande de vous impliquer. Eh bien, nous aussi, nous nous impliquerons. Alors après, libre à vous de nous proposer des BD très sympas, très utiles, ou des BD vraiment de merde qu'on va être obligé de lire. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Donc nous allons commencer par notre rubrique online, où Thio va nous parler de crowdfunding, donc de projets sur lesquels vous pouvez miser en donnant des sous pour espérer avoir de la bonne BD. Non, en fait, il ne faut pas qu'il mise là-dessus. Il faut qu'il mise d'abord sur un podcast de qualité. Oui, c'est vrai. Donc, il faut d'abord qu'il mise sur notre Tipeee avant d'aller sur un crowdfunding. C'est vrai. C'est un bon départ. Non, il faut qu'on arrête en fait cette rubrique. On perd de l'argent avec ça. C'est possible. C'est même probable. C'est beau, bel état d'esprit. Ouais. Ouais. Ensuite, on fera nos chroniques. Pour éviter de spoiler vos pauvres petites oreilles, nous essayons de commencer par des one-shots, puis des numéros 1, puis des numéros 2 ou 3, puis enfin, on vous fait les trucs qui s'en sont au numéro 12 comme on dit. 12 000. C'est la file numérique, je l'ai pas celui-là. Pourtant, c'est très important le 12 000. Et enfin, une rubrique express où c'est des bandes dessinées qui sont les suites de séries qu'on suit depuis perpète et on va essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Et on va donc commencer tout de suite avec la rubrique online. Ethio. Online. Et donc, pour commencer cette nouvelle saison sur le crowdfunding, on va de suite partir sur, on va être honnête, du copinage, quoi. On est là-dedans, on en est là. Alors, qu'est-ce que tu mets comme définition au mot copinage ? Copinage, des amis, des connaissances lointaines, des gens qui un jour nous ont tendu la main et on a su la saisir, quoi. Ça... D'accord. Okay. Aucun rapport avec le pinage. Seulement dans HeroCorp. D'accord, seulement dans HeroCorp. Voilà. Pinage! Des tampons. Donc on va commencer avec la rentrée de... Alors là je suis désolé, ça va être... Varum Vraum. Mao. Maou. Voilà, je suis désolé monsieur Vendry, c'est Mao, j'arrive pas à le faire. Ils sont déjà morts de rire depuis tout à l'heure, mais j'ai jamais réussi. Maum. Alors, donc comme justement il explique... ce petit éditeur, il a besoin de se faire un peu sa place. Et comme en fait, chez les libraires, c'est un peu difficile avec toutes les sorties qu'il y a, ils ont décidé de faire un crowdfunding pour 4 de leurs bouquins. 4 donc livres, visiblement, en tout cas, qui ont des sujets qui m'intéressent pour au moins 2 d'entre eux. Après, peut-être que chacun pourra trouver. C'est lesquels qui te tentent? Celui de Lucille Gomez, parce que du coup, on l'a déjà rencontré au Festival des Calanques et des Bulles. Et il est très sympathique. Et Cheval Caillou, je sais pas, ça me. Voilà, Ah oui, le Rouen qui m'intéresse aussi, étonnamment. Ouais. Mais t'es né au Havre, ça fera Bah oui, mais c'est pour ça que c'est étonnant. Donc, alors franchement, il fallait changer le titre quand même. Non, un bouquin qui s'appelle Rouen, non. Donc, c'est pas vendeur. Un premier bouquin qui s'appelle donc Rouen. Non, mais vraiment. Par 100 chemins différents, par Emmanuel Lemaire, qui est un récit de voyage immobile, voilà, qui vous amène justement dans les rues de Rouen. Ouais, c'est Rouen. Un Bonjour l'angoisse donc de Lucille Gomez.
Vous pouvez aussi avoir Cheval Caillou par Frédéric Rich. Et Hibou, non. Genou. Voilà, je sais. Ah non, mais c'est une nouvelle saison, mais on garde les fondamentaux, les gars. Tu vas y arriver. Et donc, le Xar, donc le dernier bouquin, donc, qui est un peu plus, le plus volumineux, je pense, qui doit faire à peu près dans les 200 pages. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous achetez, en fait, les trois bouquins en PDF pour 12 euros. Le Rouen est à 20 euros, le Bonjour l'Angoisse à 24, le Cheval Caillou à 26, et à 30 euros, vous avez le Xar et sa jaquette. Ensuite, pour 43 euros, vous pouvez choisir 2 bouquins. Et là, vous avez plusieurs possibilités qui vous sont données. Ça peut être très sympa, je pense, pour découvrir des BD que vous verrez sans doute peut-être pas chez tous les libraires. En plus, il y a des styles différents. Totalement. Oui, c'est super varié. On est vraiment entre... sur Rouen, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté... en gros, le gars se décide pour aller sur le trajet du boulot de toujours prendre un chemin différent et en même temps, il essaye de consommer une rupture, ce qui n'est pas forcément évident. Bonjour l'Angoisse, on est sur des rubriques qui étaient dans Phosphore, faites par Lucille Gomez, et qui sont plutôt sympathiques. Donc c'est un côté un peu plus jeunesse, côté agenda, voilà. Cheval Caillou, ça a l'air vraiment d'être un récit d'aventure un peu initiatique, un peu classique dans les thématiques. Et le Xar, c'est l'histoire d'un des anciens capitaines de la Calypso, donc personnage qui peut être assez intéressant parce que c'est le genre de personne qui a dû vivre des choses assez énormes. Et dans des styles graphiques vraiment très variés. Donc je trouve ça assez intéressant. Moi je sais que la dernière fois que j'étais allé voir Vendry, il m'avait refilé des trucs de son catalogue. Je savais pas trop ce que c'était et il y avait vraiment des trucs sur lesquels je serais pas allé tout seul, quoi, et que j'avais trouvé très très bien, sachant que il a un certain talent, Vendry, pour découvrir des talents. Et il en a fait ressortir. Donc je pense à Benjamin Renner, qui a fait... c'est le recul de la BD, quoi. Oh putain. Je suis censé le voir bientôt, je crois, Vendry. Vendry, si tu nous écoutes, en thème. Voilà, donc il a trouvé dans des auteurs vraiment talentueux, quoi. Donc ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, je pense que je vais me laisser tenter par Rouen et Cheval Caillou. Toi, t'achètes. Ouais. Et là, je cherche le bouton pour mes jingles, mais ça, c'est parce qu'on ne change pas les fondamentaux. Un deuxième crowdfunding qui s'appelle Turbo Time Travel, qui est en fait un petit recueil d'histoires. C'est le Turbo Time Travel 2. Donc il y a déjà eu un qui a été fait en crowdfunding, qui est fait par une petite équipe nantaise, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. Et on va donc ils ont fait un deuxième volume justement où ils retournent visiter la mère patrie et donc c'est le pays des tsars et la Russie. Là aussi on a donc plusieurs histoires différentes qui seront compilées dans le magazine. Ça, voilà, je vous l'avoue, je n'ai pas lu les plans, je n'ai quasiment rien vu. Manque de préparation de ma part. En fait, oui, non, mais on les a reçus, j'ai oublié de vous les envoyer en plus. Parce qu'ils ont été sympas, ils nous les ont envoyés, et j'ai oublié de vous les envoyer. Non, ça a l'air très sympa et surtout très varié au niveau des styles graphiques. Les styles graphiques ont l'air très différents, effectivement. C'est dans du fanzine. Voilà, c'est le principe du fanzine, tu as différents auteurs, donc forcément différents graphismes. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir 18 euros, tu as le magazine avec un poster, des stickers, le PDF. Pour 40 euros, tu as le t-shirt. Mais par contre, là, mouillé porté ou pas? Taille unique, L. Donc ça peut être un taille XL si t'es vraiment une crevette, ou ça peut être du coup c'est relatif, la taille est débardeur, ouais. un moule bidoche, quoi, tu vois. Pour moi, ce serait un peu un moule bidoche. C'est toi qui l'as dit. Ouais. Voilà. Non mais il faut s'assumer tel qu'on est. Chacun sa beauté. Et du coup, pour 65 euros, vous pouvez avoir le Turbo Time Travel, le 0, le 1 et le 2. Donc c'est une belle. Ça peut être un truc sympa. Donc on est dans le fanzine sympathique. Et oui, et c'est là que, comme Pierrick m'a piqué mon ordinateur ce soir parce qu'il a oublié d'aller prendre le sien, on est un petit peu dans la choucroute. Monsieur Pierrick, tu commences ce soir avec 5 branches de coton noir. C'est une bande dessinée qui nous a été recommandée par Carotte, un de nos tipeurs. Une bande dessinée de Steve Cusor et Yves Sante, qui va nous raconter... alors déjà, pardonnez-moi, ceux qui ont l'habitude savent qu'en histoire, je suis une bille. En géographie, je suis vraiment mauvais. Donc, je vais vous parler de plein de trucs approximatifs. Non, mais sinon, il y a des sujets dans lesquels vraiment il excelle. Hein, mais pas ça. Pas du tout. Bref, en gros, on va suivre l'endroit où ils avaient fait des sortes de fausses bases pour faire croire aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale que c'était là qu'ils devaient débarquer. Ouais, tu vois, tu as trouvé le nom de l'endroit parce que Thio, il est fort là-dedans.
Et donc, il trouve plus. Je cherche le nom de l'opération. En fait. Overlord. Non, ça c'était la vraie opération. Ça c'est la vraie. Bref, ce qui se passe, c'est qu'on suit un peu les troupes des Blacks qui ont été mis là, parce qu'on va pas envoyer les Blacks au front. C'est assez étonnant en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné sur le côté un peu raciste de l'époque, c'est qu'ils envoyaient pas les Blacks au front parce que il fallait envoyer des vrais hommes. Tu vois, c'était un peu leur idée des Américains. Et c'est. En même temps, ils y allaient la fleur au fusil en pensant que c'était les maîtres du monde. Alors forcément. Ouais. Bref, on les suit et eux ils s'emmerdent. Ils ont envie de partir au combat, quoi, de défendre leur pays, etc. Et en parallèle, on va suivre une jeune femme qui... Johanna, je crois. Ouais, qui à l'université va tomber sur un document qui annonce que une des servantes du tailleur qui a fait le premier drapeau américain aurait, sous une des étoiles, mis une étoile noire qui aurait été cachée dedans. Je l'attendais. Merci. Et donc, l'objectif de ces gars-là vont finir par monter une mission pour rejoindre les monuments de peine. Donc, il y a eu un film là-dessus. Donc, c'est les gars qui essayaient de retrouver de sauver les monuments et les œuvres d'art que les nazis essayaient de voler ou de détruire, pour retrouver ce premier drapeau américain qui se serait retrouvé aux mains des Allemands suite à toute une série d'histoires qui nous est expliquée là-dedans. Moi, franchement, c'est un récit... alors, Yves Saint, c'est un auteur, j'ai souvent un peu du mal, c'est comme le gars qui a repris Blake et Mortimer. Et pour moi, c'est toujours un peu trop verbeux. Là, il arrive à échapper à ce côté vraiment verbeux. Il avait repris du Torgal aussi, c'était chiant. Mais sinon, il vous aime bien. Ouais, là, il a réussi, je trouve, à sortir de ce côté-là. C'est aidé par le trait de Steve Cusor qui est très classique, très moderne à l'américaine, qui colle très très bien au sujet, pour le coup, avec une narration efficace, des angles de prise de vue qui fonctionnent bien. Un beau travail sur le noir et blanc d'ailleurs. Je trouve qu'il y a certaines planches qui ont viré la couleur, elles seraient magnifiques. Et un sujet qui est super intéressant de se dire que ces gars-là veulent montrer que ils ont une place dans l'histoire des États-Unis, ils peuvent en avoir une plus tard. Puis aussi un récit dur et un peu tragique. Voilà, moi j'ai trouvé ça super prenant. J'ai passé un très bon moment à le lire. C'est très bien raconté. Et pour quelqu'un qui comprend que dalle en histoire et en géographie, c'est tout à fait... ça se suit et ça se lit très très bien. Thio. Alors au début, en fait, je me suis retrouvé à la librairie en étant obligé de choisir entre les deux propositions des tipeurs qui avaient fait des propositions. Et voilà. Et donc du coup, les deux ont été achetés, mais voilà, au départ, ça a été, j'avais les deux dans les mains. Je me suis dit, bon, lequel je prends. Et je suis pas allé sur 5 branches de coton noir par on va dire vraiment par choix, mais c'est parce qu'en fait l'autre me plaisait moins. Tu vois, l'autre, je dis, l'autre te faisait moins envie. Ouais, il me faisait non, là, le graphisme, ça me plaît pas et tout. Donc je dis, bon, ok, je prends celui-là. Et bon, le pitch déjà avait l'air sympa. Clairement, tu as un truc un peu historique. Donc l'opération. Toi, c'était c'est ton trip, tout ce qui est un peu historique. Alors, l'opération, c'est Fortitude, en fait. L'opération, justement, que faisaient voilà. Oui, où montaient des faux avions gonflables. Voilà. Et tu avais même aussi l'opération qui est vachement plus drôle, qui a fait un film, c'était l'opération Copperhead, où en fait, il faisait un faux général. Patton. Non, McCarthy, je crois. Ouais. Qui, en fait, était du coup, ils ont envoyé, donc ils ont pris un acteur qu'ils ont envoyé en Afrique du Nord, enfin voilà. Et là, comme c'est rigolo, ils en parlaient pas, parce que celui-là, il parle pas de trucs très rigolos. Il parle pas de trucs rigolos. Et bon, pour en revenir là-dessus, on se retrouve avec donc notre histoire de ces soldats noirs qui sont, on va dire, abonnés, on va dire, aux tâches ingrates. Et au final, on a une histoire qui se déroule de l'autre côté de l'Atlantique, où la ségrégation a toujours lieu, où il y a quand même toujours des choses qui se passent, et où tu vois qu'il y a quand même une énorme fossé entre ceux qui sont en train de se battre, ceux qui se battent pas, et tout s'imbrique l'un dans l'autre. Et franchement, je l'ai lu quasiment d'une traite. Moi, je l'ai lu d'une traite. Et vraiment, c'est quand même un très gros. Alors qu'en plus, c'est très bien chapitré, c'est-à-dire qu'il y a plein de chapitres. Ouais, tu peux t'arrêter quand tu veux. Hein, c'est bien foutu, mais je me suis pas arrêté non plus. Et voilà. Donc l'histoire est vraiment bien menée. On est sur 160 pages. Voilà. Et il y a quand même je trouve surtout sur le découpage et les changements de couleurs que tu as sur chaque endroit et chaque époque.
En fonction Oui. si tu es quand ils ont fait le drapeau, quand tu es sur le front, quand tu es aux Sur le États-Unis. 18e siècle au débarrage, Voilà. quand il y a le drapeau qui est en train de se créer. Non, vraiment, c'est très bien foutu. Moi, je l'ai pas lu dans le détail parce que je l'ai malheureusement pas eu en main assez tôt. Donc, j'ai fait que le feuilleter de bout en bout, mais vraiment de bout en bout. Voilà, j'ai pris le temps de se le faire parce que il est vraiment inspirant, je trouve. Graphiquement, c'est une vraie claquette sur les ancrages. Tous les noirs, toutes les ombres, c'est waouh, voilà, c'est vraiment très très bien rendu. Et avec simplement de la monochromie à côté, quoi. On est sur des tons terre de sienne, on est sur des tons bleus quand c'est la neige, on est sur des tons plus jaunes, etc. Des tons verts généralement quand on est avec l'US Army. Mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà, on reste dans la sobriété et c'est très bien foutu. Il y a une quantité de cases invraisemblables qui auraient pu être des pleines pages, qui auraient vraiment très très bien rendu en pleine page. Et voilà, c'est vraiment vraiment un bon bouquin. Je pense que je le prendrai à un moment donné pour le lire dans le détail. Même si là, en le feuilletant, je me suis arrêté à certains endroits parce que c'était vraiment très bien foutu. Et toute la scène finale d'ailleurs est, enfin juste avant la toute fin, mais la grande scène finale est vraiment très bien rendue avec beaucoup de voix off. C'est voilà. On passe, je trouve, un très bon moment alors que je n'ai fait que le feuilleter. Donc très envie de me plonger vraiment dedans. Là, la question du coup de cœur se pose, c'est ça Moi, non, non. parce que Voilà. Parce que le sujet, ça reste un très bon bouquin. Il n'y a pas eu ce truc qui m'a fait faire waouh. C'est une œuvre très classique de la collection Air Libre de chez Dupuis, ouais, donc qui est une collection de grands récits en général assez classiques. Et c'est vrai que voilà. Mais c'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. Franchement, c'est un. Merci Carotte, tu nous as fait découvrir quelque chose de vraiment très très sympathique. Le loup des mers. Tu continues? Non, c'est à toi. Ok. D'après l'adaptation donc assez libre de Jack London par Riff Rebs. Alors, ce bouquin, je l'avais vu dans les présentoirs. J'avais vu donc la couve et je m'étais dit jamais de la vie. Clairement, jamais de la vie. Putain, un truc de marin. Donc, pour la petite note, il kiffe les marins. Voilà, les pulls rayés, c'est son truc. Adieu. Putain, mais arrête de lui couper. Oui, donc. Il aime toucher les pompons, d'accord, mais. Seulement le mien. Alors, et donc, du coup, pas eu envie. Clairement, voilà, ça me donnait pas. Je l'avais même pas feuilleté. Et Pied donc l'a acheté donc dans un organisme qui s'appelle France Loisirs. Et il m'a dit voilà, il l'a mis dans le tas le truc de lecture. Donc tu fais bon bah ok, faut que je le lise quoi. Et là, bon, on l'ouvre. C'est moi et mes différentes personnalités. On l'ouvre. Vous êtes beaucoup dans ta tête. On est beaucoup dans la tête. Et visuellement, je me dis oh putain, ça va être chaud à lire ce truc parce que c'est sombre. C'est pas joli, enfin c'est pas vraiment ce que merci, c'est pas vraiment ce que j'attendais au début, tu vois. Et puis tu commences à avancer dans le récit. Et là en fait, je me suis pris une claquasse dans la gueule, mais un truc de malade. Et je me suis en fait régalé. Je suis rentré dans l'histoire complètement. En plus voilà, c'était une nouvelle Jack London que je ne connaissais pas. Donc du coup, super, ça avait la nouveauté. Et de fou, voilà. Autant sur le scénario, bon, bah, c'est génial. Qu'est-ce qu'elle raconte déjà? Tu nous as même pas pitché la base du scénario. Même pas de pitch. Non, mais c'est juste, voilà, c'est visuellement, bah, j'y allais à rebours. Mais finalement, visuellement, ça vous fait une claque dans la gueule. Et du coup, l'histoire, c'est un gars qui voulait faire la traversée de la baie de San Francisco pour aller à Auckland. Et en fait, son ferry a coulé. Et il a été recueilli par un bateau de chasse à la baleine. Et comme en fait le capitaine, il avait pas envie de faire demi-tour, il fait pas demi-tour. Donc du coup le mec se retrouve sur 6 mois en mer sur un baleinier. Ouais. Le souci c'est un baleinier de l'époque. Hein. Voilà, de l'époque, surtout en plus avec un capitaine qui est complètement starbé. Mais avec une culture de ouf. Voilà. Et c'est pas qu'un gros bourrin. Lui, donc, est un, on va dire, un bourgeois très cultivé,
Et voilà, on va se retrouver avec ces deux Oui, mondes les qui journalistes chroniqueurs, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. les deux mondes vont s'affronter avec de la peur, avec lui qui va découvrir donc du coup le journaliste qui va découvrir le côté bourru des chasseurs de baleines. Enfin voilà, il y a vraiment une sorte de grosse découverte. On retrouve un peu le côté le Moby Dick de Melville, mais là j'ai trouvé que visuellement le mélange du récit et le visuel et le côté on dirait un kraken, quoi, le gars. On dirait un monstre qui va dévorer, en fait, tout ce qu'il a sur le bateau. Il va dévorer les marins, il va dévorer le bateau, il va dévorer les baleines, il va tout. Enfin, c'est un gouffre, c'est un monstre. Et tu es dedans. Et en fait, tu as les mêmes peurs que le personnage. Tu ressens. Voilà, je me suis vraiment, régalé. Eh bien. Oui. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je suis allé, franchement, également comme Mathieu à reculons. J'avais un petit peu peur de me faire chier, pour parler clair, avec encore une énième histoire de loup de mer. Alors justement, le gros bourru sur son bateau, et je parle comme ça. Bon, oui, il y a de ça aussi. Mais effectivement, comme le disait Mathieu, ce personnage qui est presque le personnage principal est certes bourru, mais c'est avant tout un surhomme. Voilà, il est bien plus fort physiquement que les autres. Il a un physique qui est taillé à la serpe. Il n'y a pas un pet de gras. C'est que du muscle. C'est tendu en permanence. On a des descriptions du personnage principal qui est en admiration et tout à fait hétéro, hein, mais en admiration devant ce corps qui est sculpté dans le marbre, qui est une sculpture sur pattes vivante, qui est en admiration également devant l'esprit de cette personne qui est tout aussi froide que ce qu'elle peut être cultivée et intéressante, se lancer dans un débat et le stopper net parce que ça lui déplaît et que l'interlocuteur en face n'est pas à son niveau, sachant qu'il avait quand même une des élites, on va dire, nationales, voire internationales, parce qu'il est en contact avec d'autres critiques à travers le monde. Donc voilà, c'est un personnage qui est multifacette, mais qui a aussi ses failles. Et c'est ça qui nous fait un petit peu nous y attacher, même s'il est détestable. Il a aussi ses failles, il a aussi ses problèmes. Et c'est ça qui est très fort. Et il a un frère qui est tout aussi bourrin et Pire. et en pire que lui, parce qu'avec un équipage et un matériel encore plus surdimensionné. Donc voilà, non, un bouquin où j'ai passé un très très bon moment, alors qu'effectivement au début j'y allais vraiment moi aussi à reculons. Graphiquement, il y a effectivement un parti pris qui est très fort, mais que l'auteur a déjà utilisé en fait. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Pour être tout à fait honnête, ça m'a presque gâché un petit peu la chose, c'est-à-dire que j'ai trouvé le parti pris graphique du choix des couleurs, du chapitrage, etc. très fort et très bien fait. Et quand j'ai vu que cette technique-là, il l'avait utilisée dans 2 autres bouquins, exactement de la même façon, j'ai dit bon, c'est un peu dommage, t'as trouvé un filon, tu l'exploites un peu en version ressucée, c'est un petit peu dommage. Voilà. Ça n'enlève à rien quand on en lit un, que ça nous mette une claque, et je suis d'accord avec toi Mathieu, j'ai pris une claque. Maintenant je trouve ça très dommage d'avoir exploité ce filon-là et cette technique-là exactement sur le même principe sur les 2 autres bouquins. Voilà, parce que ça fait le nom des 2 autres bouquins? Oui, ils sont là, c'est À bord de l'étoile matutine et Hommes à la mer. D'accord. Non, mais je l'ignorais. Ben voilà, je suis allé farfouiller un petit peu. Alors moi, je suis tombé dessus, donc c'est chez Soleil, hein, collection Noctambule. En général, ils font des bons choix, même si je l'ai chopé à France Loisirs, effectivement. Moi, c'est le graphique. J'avais déjà vu des trucs de Riff Rebs où j'aime vraiment ce dessin un peu taillé à la serpe, tu vois, un dessin très marqué, anguleux, ouais. Pas de niveau de gris. Il va jouer un dessin très contrasté, ouais. Et il va jouer sur la couleur. Le travail de la couleur pour créer du volume, enfin pour créer un peu plus de volume et en plus en rajouter des couches. Moi, c'est le dessin. Et le dessin m'a mis une claque dans la gueule parce que c'est impressionnant. Ça te remonte vraiment tous les sentiments qu'on a. Quand il te montre la mer déchaînée, t'es là et tu fais j'aimerais pas être là-bas, quoi. C'est un truc de fou. T'es vraiment pris dedans. Quand il te montre des gueules, parce que les personnages ils ont tous des gueules en fait, un peu caricaturales, mais ça supporte super bien le récit. Et puis après, je pense, c'est aussi peut-être le fait que Jack London est peut-être facile à adapter en bande dessinée.
Je trouve que c'est vraiment une bande dessinée. C'est pas un livre mis en images. On est vraiment sur un récit de bande dessinée où les images et les dialogues vont être au cœur du récit. Et on n'a pas de narratif imposant qui vont être lourds, comme souvent dans les adaptations. Le rechapitrage est bien foutu. Voilà, c'est franchement très très bien. Alors je connais pas le bouquin original, je crois que je l'ai lu quand j'étais môme, mais j'ai vraiment zappé. C'est vraiment super bien fait, et pour moi c'est un coup de cœur, mais je ne sais pas si vous me suivrez, jeunes gens. Je pourrais. Mathieu ? Oui, totalement. Ah ben voilà. Donc ça y est, on l'a. C'est notre premier coup de cœur de la saison. C'est officiel. Alors je ferai un petit rajout. Ne vous trompez pas, parce qu'il existe aussi le Relou des mers de Romain Dutrex. Celui-là, faut le trouver, quoi. Et celui-là, il faut le trouver. Donc, c'est des séries ultra limitées. L'auteur en question se permet de pasticher, de pastisser certains auteurs. Donc là, en l'occurrence, lui, c'est le troisième. Il a déjà fait Niurk de Vatine et je sais plus lequel autre. Et en singeant un petit peu l'univers graphique, mais en racontant des choses totalement différentes, beaucoup plus délirantes et banales. Et là, en l'occurrence, on est sur un libraire à Nancy, je sais plus quoi, pour le Relou des mers. Donc voilà, ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, c'est la petite anecdote sympathique. On continue la chronique et cette fois-ci c'est pour ma pomme avec ceux qui restent. Si tu me passes un petit peu, voilà, le machin pour que je fasse le bidule. Donc voilà. Alors on est ceux qui restent de Josep Busquets Mendoza au scénario et Axel Schul. Alex Xul, t'as écrit. Oui, mais c'est Schul, je crois. Enfin, je sais pas. Il y a un truc de prononciation qui est au dessin et à la couleur. Merci Mathieu. Tu as bien secoué. Tu penses que le livre va vomir à force de le secouer ou D'accord. Donc non, pas sur les antipop, s'il vous plaît. Pas sur les antipop, s'il te plaît. Un petit pitch rapide. Il pue déjà assez, quoi. Un enfant disparaît. Mais en fait, il disparaît parce qu'il a été appelé pour vivre des aventures exceptionnelles par une créature fantastique. Il n'empêche que l'enfant disparaît. Et il disparaît longtemps. Et puis il disparaît pas qu'une fois. Et dans ce bouquin, on va pas s'intéresser à ce que devient l'enfant, mais on va s'intéresser à ce que deviennent les parents, l'entourage, la ville, la vraie vie en fait, quelque part. Des parents qui sont morts d'angoisse, des parents qui forcément alertent la police qui va donc devoir mener une enquête de voisinage, que se passe-t-il ? Les médias qui s'emparent de l'histoire. Ce qui... dans certains livres, peut apparaître comme un conte merveilleux, une aventure fantastique, un monde féerique. Pour ceux qui restent dans le monde réel et pas imaginaire du tout, c'est une vraie galère. Voilà, pour le pitch, on peut considérer que c'est quand même un point de vue qui est très original et très intelligent. On est de temps en temps un demi-bout de pied dans le conte parce que il y a quand même quelque chose de féerique dans tout ça. L'enfant part dans un monde fabuleux où il lui arrive tout un tas d'aventures, mais quelque chose de beaucoup plus dramatique, une enquête un peu psychologique qui se mène de l'autre côté dans le monde réel. Pour résumer, c'est vraiment comment réagissent les parents de Wendy quand elle se casse avec Peter Pan et ses frangins, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Dans l'idée, c'est ça. Et c'est vrai, c'est vraiment dramatique, mais en même temps, on n'est pas du tout dans le pathos dans ce bouquin. On voit les parents qui se détruisent, on va dire, petit à petit, qui sont morts d'inquiétude, qui ne savent pas comment réagir, qui, dans un premier temps, tentent d'être honnêtes, d'être respectueux d'une certaine façon du choix de leur enfant, qui vivent des aventures, etc. Et puis qui, dans un deuxième temps, ne supportent plus cette inquiétude qui les ronge, qui les use, et au-delà de tout ça, qui les use d'autant plus vite que l'enfant, lui, a l'impression de partir quelques jours ou quelques semaines, alors que pour les parents, ça dure quelques années. Et ce différentiel de temps creuse les écarts, creuse un fossé d'incompréhension qu'un enfant ne peut pas comprendre, qu'un adolescent ne peut pas comprendre. J'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais ça a des répercussions psychologiques dramatiques, des répercussions familiales qui le sont tout autant, des répercussions policières également. Puis c'est le point qui permet de faire avancer le récit aussi. Hein. Exactement. Donc voilà, on est sur un one-shot.
qui délivre beaucoup de choses, je trouve, et qui peut être lu et relu sans aucun problème. Graphiquement, pour moi, c'est une franche réussite. On est dans quelque chose de très très doux. C'est très cohérent, je trouve, entre la couverture et le contenu du bouquin. Il y a un vrai travail sur les cadrages, les angles de prise de vue. Moi, je me suis retrouvé comme dans un petit film, quoi. On est plus dans de l'ambiance que dans du réalisme au niveau des traits des personnages, des décors. Moi, j'ai trouvé que c'était des cadrages très cinématographiques, tu vois, beaucoup de contre-plongées, des très gros plans, des zooms. Enfin, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une ambiance très cinéma et on prend de plein fouet l'ambiance, exactement comme tu le disais. On est vraiment dedans, on baigne vraiment dedans et on se laisse porter par tout ça. Thio, est-ce que tu trouves vraiment qu'il n'y a pas de pathos dans ce bouquin ? Pas de pathos, comment que tu veux dire ça? Tu sais, ce truc qui fait que t'as la petite larme lichette, que tu te dis oulala, c'est dur à lire quand même ce truc. En fait, oui, mais oui et non. Oui, parce que au début tu es dans ce truc-là, et puis non, parce qu'en fait j'ai à un moment donné j'ai eu du mal à adhérer au truc. Ce qui fait que moi en fait la fin du bouquin m'a un peu déçu. Tu vois, j'ai pas adhéré jusqu'au bout. À un moment donné, voilà, il se passe des événements où du coup j'ai décroché. L'idée de départ, je trouve géniale, mais j'ai pas adhéré à ce qu'ils en ont fait à la fin. Voilà. Graphiquement, c'est très beau. Oui, au début, il y a un peu de pathos parce que forcément, tu sais que pour une fois, tu vois, pour une fois. On n'est pas dans l'histoire de Peter Pan, que là on voit vraiment le côté des parents qui sont en train de voilà, c'est l'envers du décor où tu vois vraiment les parents qui en chient. Le truc auquel je n'avais pas pensé en fait. Tous les trucs à, faire les affiches, chercher, ouais. C'est cool d'aller dans un placard. Heureusement en fait que le temps se déroule plus lentement là, plus rapidement là-bas, mais pour ceux qui sont là, c'est quand même plus gênant. Et là, voilà. Graphiquement, c'est très beau, l'histoire est bien menée, mais je te dis moi à un moment donné, j'ai décroché et ça a coincé sur la fin pour moi. Et toi, Pipier ? Moi, j'ai trouvé que c'était très réussi dans cette thématique. En fait, moi, c'est le pitch de départ qui m'a pris du début à la fin. C'est-à-dire que je savais pas du tout... je connaissais le pitch de départ, je savais que ça allait être sympa, j'ai trouvé l'idée géniale, parce qu'effectivement, je m'étais jamais posé la question de, oui, ceux qui restent, comment est-ce qu'ils réagissent, etc. Et je trouve que c'est très bien traité, d'un point de vue policier, déjà, ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a du surnaturel dedans, mais étonnamment, pour une fois, le surnaturel, c'est le décor, c'est le truc qui est tout au fond. Mais on est dans le réel, on est dans le vrai tout du long. Et il s'est passé quelque chose de fantastique, mais personne ne peut y croire, c'est normal. Et je pense que ce qui t'a fait décrocher, c'est un moment où on se rend compte que on peut y croire d'une certaine manière et que les parents sont peut-être pas tout seuls. C'est ce côté-là. Non, c'est même plus loin, je pense. Je pense que c'est plus vers la fin, en fait. D'accord. Le retour de l'enfant. Oui. Et j'ai trouvé ça bien traité et que ça allait au fond de son sujet. C'est-à-dire qu'ils ont posé une règle sur la gestion du temps dans le monde derrière, et ils la suivent jusqu'au bout et ils te suivent ses conséquences de façon assez logique, en fin de compte. Et voilà, ça tient la route du début à la fin. Non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est là-dessus que je trouve que justement, ça tombe pas dans le pathos, mais presque, peut-être même, que ça manque d'une forme d'émotivité. Moi, j'ai trouvé qu'on était sur cette ligne temporelle avec beaucoup de faits. Les faits se succèdent et on était vraiment dans la trame scénaristique. Et à un moment donné, il m'a manqué peut-être un tout petit truc, un tout petit chouïa pour que ça fasse boum. Tu vois, on a déjà parlé de Quelques minutes après minuit. On parlera Rosalie Lightning. Rosalie Lightning. On parlera de I Kill Giants. Il y a des récits comme ça qui vont plus loin, qui vont au-delà et qui arrivent à faire exploser. Il y a une bulle qui fait pop. Là, la bulle est jolie, la bulle est très intéressante, la bulle peut faire mal, la bulle peut faire grincer, mais la bulle, elle fait pas pop. Voilà, c'est le tout petit truc qui m'a manqué dans ce bouquin. Mais par contre, ça n'empêche pas que ce soit un très très bon bouquin et que j'ai passé un très bon moment à le lire. Ok, bon, donc on est d'accord.
Ce Pas qui un coup de reste cœur, mais pas de loin. Busquets et Exoul, un très très bon livre qui Tout est à pas fait. loin du coup de cœur, qui nous a Chez bien plu. Delcourt. Quelque chose de très efficace. Et franchement, j'ai du mal à trouver mes boutons sur ce putain d'ordinateur pour lancer les jingles en live. Et là, je vais vous parler donc de Imperium, paru chez Glénat, de Régis Pennet au dessin et de Laurent-Frédéric Bollet au scénario. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi ce bouquin, c'est parce qu'en fait, Laurent-Frédéric Bollet était le scénariste aussi de Deadline, une histoire, un one-shot qu'on avait lu sur qu'on avait lu sur la guerre de sécession et qui Oui, m'avait c'était très bien. Oui. qui m'avait beaucoup plu. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ceci. D'accord, oui. Ouais, non, parce que là, je vous explique que Mathieu est en train de se justifier. Vous allez comprendre par la suite. Je pense que vous devinez voilà. vous devinez la vie Voilà. générale. Je pense que tu vas déjà te calmer parce que quand on va parler de ton choix, un jour, On n'en parlera pas aujourd'hui. voilà, mais quand on en parlera. Non, mais on n'en parle pas. Alors, justement, on est donc en 85 avant Jésus-Christ. Sylla, qui est un consul de Rome, est en pleine guerre avec son armée romaine contre Mithridate Parce VI. que tout le monde le sait, si là, la vie Voilà. est une folie. Ok. Celle-là, Oui, non, mais voilà. C'était gratuit. Il vous parle d'un temps que les moins de 35 Voilà. ans ne peuvent pas connaître. C'est ça. Personne ne le connaît, quoi. Je veux dire, Bah, vous avez tous reconnu. Sylla, Je suis désolé. mais si. Continuez. Ok. Et en fait, donc du coup, comme le roi grec a perdu, il doit payer donc un tribut. Et en fait, Sylla va rajouter une petite clause un peu particulière. Il va lui demander en fait que Non, il y a des enfants qui écoutent. Mithridate en fait lui livre Narcès, qui est en fait une sorte de médecin. Ils sont tout mimes, ouais. Ouais, alors médecin qui ressemble un peu à Quasimodo, mais qui en fait lui a injecté des poisons dans le corps qui lui ont en fait ont rendu Mithridate très très fort, très puissant, très résistant à toutes sortes d'empoisonnements possibles. Et donc là, c'est mon chat que vous entendez. Si vous entendez un chat, c'est normal. Hein. C'est pas dans votre tête, c'est bien dans Si l'émission. vous entendez un grésillement, c'est normal aussi. C'est pas dans votre tête, c'est le lampadaire. C'est la Si vous lampe. entendez du souffle, c'est normal aussi. C'est pas dans votre tête, c'est le PC. Oui, aujourd'hui, nos conditions techniques sont un peu particulières. Mais on vous promet, on fera mieux. Les conditions humaines aussi. Oui, c'est un peu difficile aujourd'hui. Je t'en prie, poursuis. 2 secondes, parce que je cache. Non, Voilà, il est en train de virer son chat, le pauvre. non, il est en train de violenter son chat. Donc ce Narcès qui serait donc justement à l'origine de la puissance de Mithridate, Sylla en fait voudrait subir, on va dire, le même traitement pour être aussi fort que lui l'était physiquement. Et bon ben voilà, ce Sylla donc va changer, ça va changer sa vie et à un moment donné on va lui proposer un marché et il va faire un choix, tout simplement. Voilà. Ouais. Alors. Au niveau scénaristique, le pitch avait l'air sympa. Ouais. Il avait l'air. Le pitch avait l'air sympa. Après, il y avait du potentiel. Je pense que franchement, il y avait un truc à faire. Maintenant, après, au niveau du dessin, j'ai pas trop accroché, voire pas du tout en fait. Voire carrément pas. Et en fait, je vais vous le dire, j'ai vraiment pas aimé. Et pour On est vraiment dans un classicisme. Ah non, mais c'est... Non, c'est un classicisme pour Total ou pour BP. Ah non. Non, comment là, c'est- t'es non, médisant, non, là. là, t'es médisant. j'aime bien. Non, c'est une belle BD, mais moi, je veux dire, c'est vraiment pas ce que je préfère. Et c'est vraiment... Non, mais il y a des gens qui aiment ça. Je veux dire, c'est mon choix. Je te dis juste, moi, j'aime pas. Ah non, mais je t'en Voilà. veux pas. C'est tout ce que j'aime pas, moi, dans beaucoup de BD historiques qui ont ce côté très, très réaliste, mais assez plat, quoi. Ça manque de dynamisme, quoi. Il y a pas de mouvement et... Très statuaire, voilà. Oui, alors, mais on est que dans les statues grecques, en fait, grecques et romaines. Et il y a des gens qui s'appelaient, parce que c'est vrai que ça se prête au sujet, mais c'est pas... Voilà. Au niveau du scénario, je pense qu'il y avait un bon potentiel, mais j'ai vraiment... et puis même finalement, au niveau du scénario, quand tu arrives à la fin, le problème, c'est que la fin, tu l'as déjà vu, en fait, quasiment au bout de 10 ou 12 pages, quand tu as eu le choix qui était proposé, parce que tu sens bien que ça va tourner autour de ça, quoi. Et Oui, tu anticipes le final déjà. tu anticipes totalement le final. Donc voilà, franchement, voilà, ça a été une erreur de ma part. J'avoue, vous pouvez me jeter... Les faiblesses scénaristiques sont nombreuses. Non, voilà, faut Si, pas... attends, non, le consul qui veut devenir calife à la place du calife
mais tu comprends, il a croisé une bergère parce qu'il a eu besoin de s'enfuir du camp, je sais pas pourquoi. Et d'un coup, il y a une espèce de révélation et il est prêt à tout remettre en question, alors que le mec, ça fait 40 ans qu'il combat. Non. Non, attends, Non. je te rappelle qu'il quitte le camp parce qu'en fait, il y a un de ses hommes qui a été tué en dehors du camp et qu'en fait, le consul veut aller enquêter tout seul. C'est ça. En plein territoire ennemi. C'est ça. Donc, normal, quoi. Quoi? Il est où le souci? Voilà, normal. Après, on a Daredevil qui rentre dans le camp et qui tue la garde rapprochée. Daredevil, mais c'est cool, j'aime bien Voilà, Daredevil. donc, on a Je l'ai pas lu, je préviens tout de suite, j'ai fait l'impasse. on a un berger aveugle qui rentre en mode ultra furtif. Quoi. C'est ça, en mode ultra furtif, et il est capable de dézinguer les 4 mecs de la garde rapprochée du consul. Normal, pareil, je veux dire, tout va bien, c'est impeccable. Et puis tout ça pour qu'à la fin, finalement, il se passe rien. Soyons clairs. Voilà. Et tout ça, donc, qui baigne dans un dessin plus que discutable. Alors, Et je vais finir quand même par le lettrage, qui, même lui, est une catastrophe. Le lettrage de narration n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, voilà, des gamins en lycée vont faire ça, ils vont utiliser du comics sans MS, quoi. Enfin, non. Voilà, je suis désolé, mais... Et on pourrait même rajouter que le dessin de couverture ne correspond pas non plus au dessin d'intérieur. Voilà. Enfin, pour moi, il y a rien à garder là-dedans, mais rien. Alors, on pourrait juste rajouter aussi qu'au niveau du scénario, il trouve la tombe de quelqu'un de célèbre, et ça aussi, ça ne sert à Et ça sert à rien dans l'histoire. Mais si, regarde, ça lui permet de brûler le mec qui avait plein de connaissances et des choses à lui apporter. Super, génial. Ouais. Voilà. Non, mais ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolé, ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolé pour le temps que les auteurs y ont passé, mais le résultat final est une catastrophe. Voilà, ça peut arriver. Je veux dire, tout le monde se plante dans la vie. C'est pas grave. Votre maman, elle a peut-être sans doute passé un temps de dingue à vous faire un gâteau d'anniversaire qui a été totalement foiré à l'arrivée. Ça arrive. Il y avait plein de bonnes intentions au démarrage, et le résultat final part à la poubelle. Bon ben voilà, celui-là, je suis désolé, Monsieur Glénat, vous vous êtes planté dans le recrutement, et les auteurs, vous vous êtes planté sur ce que vous avez fait. Enfin, moi vraiment, de mon sens, c'est ça. Voilà, ça arrive à tout le monde. Bon, je crois que c'est... Moi, j'étais c'est resté sur. Ça me plaît pas, les gars. Après, Ouais. vous faites comme vous voulez. Mais bon. Mais maintenant, si vous avez des contre-arguments vis-à-vis de ce que je viens de raconter, je suis prêt à les entendre, hein, mais vous avez pas l'air super chaud non plus, quoi. Ah bah moi j'ai fait l'impasse. Donc, Lui, il a fait Oui, l'impasse. voilà, ce qui n'arrive pas. j'ai vu, oui, ça m'arrive pas souvent. J'ai vu, le dessin. Non, mais a l'air très classique. t'as flairé le piège à con, hein. Non, mais je sais que c'est le genre de truc. It's a trap! Je sais que c'est le genre de truc, même quand c'est plutôt bien fait et que Mathieu peut par exemple beaucoup aimer, c'est pas pour moi, tu vois, c'est pas mon truc. Donc c'est vraiment une question de goût là. Ouais, donc je pense que comme vous l'avez compris, cher auditeur, cette année, Tizak est parti vraiment sous le signe du hashtag bienveillance, tolérance. Voilà, C'est ça. il est vraiment parti là-dessus. C'est ça. Enchaîne. Poète Anderson. Poète. Ouais, Poète Anderson. C'est à qui? C'est moi? Ouais, c'est à toi. Ah merde, c'est à moi. Donc on est sur un tome 1 de Dreamwalker, de Tom Lange et Ben Kuhl au scénario. Non, Tom DeLonge. Tom DeLonge. Oui. Qu'est-ce que Il est connu quand même. Ça Mais bien sûr qu'il est connu. J'y viens deux secondes après. Et donc Jet, qui est au dessin ainsi qu'à la couleur, et on en reparlera quand même parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc de quoi ça nous parle? Eh bien, on va parler de Alan Anderson, qui emmène son frère Jonas Anderson dans le monde du rêve. Ils vont partir ensemble. Bon, alors, le début est un petit peu cafouilleux, je trouve, mais bon, c'est pas grave, ils partent ensemble, et ils vont découvrir les marcheurs de rêve, les traqueurs nocturnes, les poètes, et bien sûr, le grand méchant, Rem, le démon des cauchemars. Et donc, on est au début d'une saga, au début d'un récit en plusieurs tomes. Là, c'est vraiment le tout démarrage, qui est au cœur d'un monde totalement imaginaire, donc qui veut dire plein de potentialités. Je rappelle encore une fois que c'est un tome 1. Oui, c'est du comics à la base. Voilà. Donc c'est une série qui est dans la collection Login chez Glénat. Donc c'est plutôt pour les jeunes adultes. C'est Tom DeLonge donc et Ben Kuhl qui sont au scénario. Et pour rappel, Tom DeLonge c'était le leader de Blink 182.
Blank 182. Bon, il a quitté le groupe en 2015. Le groupe existe toujours, mais avec une nouvelle formation. Et le projet de Poet Anderson ne date pas de ce bouquin-là. C'est quelque chose qui date d'il y a maintenant plusieurs années. Il s'était éclipsé de la formation pour faire un nouveau groupe qui s'appelait Angels and Airwaves, qui lui existe toujours, par contre, me semble-t-il. Et il souhaitait mélanger un peu plus de choses dans ce groupe-là, faire des clips un peu plus spé, faire de la vidéo, etc. Et rentrer un peu plus dans transmédia, plus de numérique, etc. Et donc, outre la musique, les tournages de clips l'ont mené vers des courts-métrages et donc vers des longs-métrages, en prolongeant l'univers d'un album qui s'appelait Love, et maintenant d'un autre album qui s'appelle donc Poet Anderson. Et on a même une romancière qui est sur le coup pour offrir des publications littéraires, pareil, a priori à destination de jeunes adultes. Donc on est vraiment sur un projet beaucoup plus global. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur différentes plateformes, notamment des plateformes espagnoles, le court-métrage qui correspond à Poet Anderson. Donc là, on est sur le début de l'histoire qui sera sur quelque chose d'un petit peu plus long. Voilà. Et qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai pensé que ça avait beaucoup de potentiel. C'est très très dynamique, c'est très bien foutu, ça va très vite. Il y a un parti pris graphique que j'ai aimé, et le personnage principal a un caractère design que je trouve très fort, avec son chapeau melon, avec son parapluie, ses yeux qui brillent dans avec le noir. les yeux qui brillent dans le noir. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un vrai parti pris qui est très fort. Le fait qu'on aille dans un monde des rêves, ça ouvre tout un tas de potentialités. Ça reste un grand classique, on va dire, mais ça ouvre tout un tas de potentialités qui sont quand même très 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 intéressantes. Donc voilà, l'histoire démarre simplement, hein, mais à 200 à l'heure. Voilà, les deux frères quittent la réalité. Il y a un principe très vite qu'on comprend, que quand on est endormi, on peut pas se réveiller forcément comme on veut. Sauf que c'est le pouvoir particulier de Jonas, c'est que lui, il a cette possibilité de partir du monde des rêves quand bon lui semble, et donc de ne pas être potentiellement une victime dans le monde réel. Donc voilà, ça c'est pas une idée tout à fait originale, hein, je veux dire, Inception, Freddy Krueger, etc. C'est des choses qui ont déjà utilisé ce principe, mais là ça fonctionne, voilà, c'est efficace, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Oui, niveau dessin, justement, tu parlais de ce dynamisme. Moi, je sais que le dessin, on est vraiment dans cette vague, ce que j'appelle la World BD, quoi. Manga comics. C'est le mélange des influences. Et puis européen, on reconnaît quand même un trait assez européen aussi. Quelqu'un qui a cherché dans beaucoup d'influences. Jet, il me semble qu'il est français, hein, comme dessinateur. Aussi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant, c'est cette collaboration entre auteurs européens, américains, qui apportent... moi, je trouve ça plutôt réussi. Ça marche très très bien. Oui, c'est même assez spectaculaire. Hein. Il y a des plans et des choses architecturales qui marchent très bien. Et dans les scènes d'action, c'est du John Woo, quoi. Ça envoie. Après, niveau scénar, je trouve ça un peu brouillon. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est peut-être l'excuse du monde des rêves où ils peuvent se permettre d'être dans le flou et dans le vague de temps en temps. Mais je trouve que... tu as cette technique hey, on va faire une scène d'action comme ça, le gars il a pas le temps d'expliquer ce qu'il voulait expliquer, tu vois, qui fait que ça te laisse un peu dans le vague assez souvent. Alors on est dans du comics, donc il y a l'objectif de nous faire progresser dans le récit petit à petit et qu'on découvre les choses petit à petit, mais des fois c'est un peu trop gros à mon goût. Voilà. Bon, c'est aussi pour des plus jeunes, hein, pour young adults. Pour les young adults. Ah, et c'est pour ça que ça démarre en fait un peu comme un Disney finalement, un peu comme un Bambi ou comme un Nemo, quoi. Il faut que les parents le passent, quoi. Ouais. Ah, bah voilà. C'est comment devenir un adulte, tu vois. C'est ça. tout ce voyage initiatique. Okay, d'accord, le voyage initiatique de je perds mes parents parce que je suis jeune et qu'ensuite, du coup, il va m'arriver des... Voilà, et je trouve mon indépendance. Que devient-il de ceux qui restent ? Et toi, t'en as pensé quoi, toi ? T'as l'air plus circonspect. Bah, justement, en fait, c'est peut-être ça être le young adulte. Il y a l'autre qui est en train de mourir du nez à côté. Je crois. Désolé pour vos oreilles. Hein, je fais comme je peux. Il nous fait une hémorragie nasale, mais qu'avec de l'eau. Non, ouais, je suis beaucoup plus circonspect. Je mouche de la bière. Par rapport à Poet Anderson, Poète. Pour moi, ça a un peu fait poète. Alors oui, il y a des fights. Après, je serais peut-être
pas sûr que ce serait du John Woo de la grande époque. Hein. C'est plutôt du Woo, du mou du genou, si tu veux. Du Woo du genou. J'ai pas vraiment trop kiffé en fait Paul Anderson. Donc scénaristiquement, pour moi, ça ressemble un peu à un Disney au début. On va avoir donc le décès classique des parents, un petit c'est pas un génocide ce coup-ci, on n'a pas tué 1 million d'œufs, hein, mais comme dans Nemo. Mais là donc voilà, les parents s'en débarrassent vite comme ça, au moins du coup ils sont orphelins. Là, il faut qu'ils se reconstruisent une vie, qu'ils deviennent adultes. On fera des flashbacks plus tard. On fera les flashbacks ensuite. Puis il faut quand même aussi qu'ils soient un petit peu des stars quelque part, donc ils vont être la nouvelle génération qui va révolutionner le monde du rêve. Voilà. J'ai pas non, été mais là, emballé. tu sais quoi? Là, je te sens vénère sur Imperium. Ah non, aucunement. Alors là, j'assume pleinement, c'était pas du tout bon, ça m'a pas du tout plu, tant pis. Après, au niveau du graphisme, je suis d'accord avec toi que les couleurs sont vraiment flash, c'est très dynamique. Le mélange des styles est très bon, mais moi, ça n'a pas fait son effet, je suis pas aussi wow que vous, quoi. J'ai pas eu les petites étoiles dans les yeux, désolé les gars. Écoute, moi, pour être tout à fait honnête, ça m'a vraiment intrigué, donc c'est pour ça que je suis allé un peu farfouiller. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le court-métrage. Oui. Et vraiment, le Ils en court-métrage... parlent dans l'interview qui est à la fin. Voilà, le court-métrage donne vraiment envie, quoi. Attention, Tom DeLonge, je vais sans doute pas partir en vacances avec. C'est-à-dire que monsieur part en vacances sans doute qu'avec lui-même et un miroir. Il y a quand même moi-même et mon slip qui sent quand même derrière, hein, qui pointe le bout de son nez dans les interviews. Tout ça en fait parce qu'en fait il n'aurait pas assez de place pour lui dans le miroir. Ah non mais voilà, je veux dire, à un moment donné quand t'as deux égos, c'est pas possible, ça passe pas. C'est pas possible, ça passe pas. Non, d'accord. Chapeau melon, il y a melon, tu vois, non, chapeau melon, c'est pas pour rien, quoi. Ok, donc Poet Anderson, une bande dessinée dans la collection Login Young Adult, nouvelle collection de chez Glénat, qui ne laisse pas indifférent en tout cas. Tout à fait. Attention, après force rouge, force jaune, force verte, force bleue, il y a... Force navale. Ah bah putain. Ça c'est le lancement le plus pourri du monde, je crois que vous pouvez pas faire pire les gars. Ouais, mais j'avais envie. Ouais, non mais là En fait non, c'est vrai, excuse-moi, tu n'y es pour rien. Isaac a fait un lancement, il me pourrit. Voilà. Oui, j'assume. T'as vu, j'ai fait un long silence parce que j'étais un peu désespéré. Non mais là tu t'es silence désolidarisé de la Bon, chose. Force navale. Quand c'est quelqu'un qu'on aime bien, comme Thierry Lamy qui scénarise, que Glénat nous propose de nous l'envoyer, même si le sujet à la base nous intéresse pas vraiment, on se laisse prêter au jeu. Même moi, j'en voulais pas. Voilà, Force navale, c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans l'armée et dans les journalistes de l'armée, en fait, tout ce qui est la com des armées, et qui va se retrouver à devoir aller... Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de rigoler sur un... Voilà, Forteresse des mers, oui. Bon, bref, et qui se retrouvent à devoir aller sur le Charles de Gaulle pour faire un reportage en pleine mission. Et donc, on va suivre un peu tout ce qui se passe là-dedans. Le fait qu'elle se retrouve aussi sur cette mission parce qu'elle a pas mal de contacts, pas mal de soutien. Elle retrouve des gens qu'elle connaît. Elle doit aussi imposer sa place de femme. En plus, c'est une forte tête. On le voit dès l'intro. En gros, c'est celle qui écoute pas forcément les ordres quand elle pense que ce qu'elle veut faire, c'est plus intelligent que le reste du monde. Mais en plus, du coup, elle a un père qui est haut gradé dans l'armée. Voilà, et donc qui la pistonne un peu sur les bords. Voilà, et qui surtout lui met un peu des chiens de garde qui vont la suivre. Voilà, et donc elle se trouve sur le Charles de Gaulle avec les mecs qui lui collent un peu au cul, et le chien de garde qui a pas trop envie en fait. Lui il se dit mais pourquoi est-ce qu'ils me foutent cette bonne femme dans les pattes? J'ai raté une blague. C'est un mec des forces spéciales en plus, donc du coup, et qui a lui aussi un gros passif vis-à-vis d'une mission précédente qu'il a faite. Et potentiellement en lien avec l'héroïne. Et voilà, et potentiellement en lien avec ce qu'elle a déjà elle aussi vécu par rapport à une autre de ses missions. Donc c'est parce qu'il y a un passé avec un lourd secret. Oui. Voilà. C'est Luc Brailly au dessin, dans un style plutôt réaliste moderne. C'est-à-dire que on voit que le gars, il a eu de la doc quand même. C'est ce que vous a dit Thierry Lamy, une commande de la marine. Hein. Donc autant dire qu'ils ont fourni la doc. Ils ont pu aller sur le Charles de Gaulle. Voilà. Et qui en plus, sa doc, on voit pas trop que c'est que de la doc. Ça se marie très bien avec ses personnages. Enfin, pour moi, c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien fait. Et puis l'histoire, c'était
un petit polar journaliste plutôt bien foutu. On a envie d'en apprendre plus. Alors oui, il y a des trucs un petit peu clichés sur le lourd passé, la disparition des parents, Perso, c'est ça qui m'a lourdé. Voilà. Mais dans le genre, c'est plutôt efficace, plutôt bien fait. Et en plus, je trouve que pour un travail de commande, de com, sur le Charles de Gaulle, bah, ils ont laissé assez de marge à l'auteur pour qu'il passe pas son temps à nous faire de l'explicatif sur le Charles de Gaulle, on se balade comme ça. Il y a ce pont-là qui sert à faire ça. Voilà, c'est un décor qui est intéressant, mais qui n'est pas au centre de l'histoire, quoi, et qui prend pas trop de place. Au forceps. Voilà, qui prend pas trop de place. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Oui, honnêtement, j'y suis allé même plus qu'à reculons. Enfin, on m'a presque forcé la main pour. Oui, on t'a forcé la main. Soyons tout à fait honnêtes. Désolé Thierry Lamy. C'est pas moi, c'est pas ma came du tout ce genre de bouquin. Et pourtant, j'ai failli me destiner à une carrière de marin. Donc voilà. Oui. Il y a des choses que je ne sais pas de ta vie. Oui. Mais voilà, donc, soyons honnêtes. Moi, le seul truc qui m'a vraiment, c'est bien que tu connaisses pas toute ma vie, Pierre. Ouais, des fois, je me dis que c'est pas mal. C'est bien. Mais voilà, c'est vraiment le côté un peu forcé du. Alors, comme on va devoir faire plusieurs tomes, on va coller une trame mystérieuse derrière pour faire un fil rouge. Alors que franchement, il n'y avait pas besoin du tout dans ce premier tome. À la rigueur, poser un caillou blanc et ça suffisait. Là, j'ai trouvé que c'était ça. Pour le coup, c'était la partie peut-être un poil indigeste. Tout petit peu de trop plein d'explications. On n'a pas franchi la limite de l'insupportable, mais c'est inhérent malheureusement à ce genre de bouquin aussi, où il y a tout un tas d'abréviations, de choses comme ça, qui sont expliquées et où ça fait tout un tas d'alinéas, quoi. Un truc par contre que je trouve pas mal, et on voit que les gars qui gèrent la com sont de plus en plus forts, on est quand même sur un bouquin commandé par la com des armées, en gros, où ils te montrent que les gars de l'armée, ça peut aussi être des connards. Voilà. Oui. Et quelque part, je trouve qu'il y a eu un grand progrès dans la com où ils se disent, on va essayer d'intégrer un peu plus les gens. Tu sais ce que ça montre aussi? On n'est pas tous des connards. Tu sais ce que ça montre aussi? C'est que tu peux partir à la retraite avec une bonne retraite pour jouer au golf toute la journée. Tu vois, parce que franchement, le père de l'héroïne, l'air de rien. Ma couille, il est en place, hein? Ouais, mais c'était avant qu'il fasse des contrats courts. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était avant. Mais ça donne envie. Thio. Bon, je sais plus trop quoi en dire, là, je sais pas, j'hésite, on va parler de quoi? De la retraite Non, je sais pas, le dessin, par exemple. Ah, ok, le dessin, écoute, c'est joli, tu vois des rafales, tu vois le Charles de Gaulle, tu vois des appontages. Voilà, c'est chouette. Petit rafale marine, c'est cool. Ouais. Après, par contre, je trouve un peu dur sur le scénario quand tu dis qu'il y a un peu trop de cailloux qui sont jetés. Je crois que c'est un diptyque, il me semble, Force Navale, donc forcément, il faut qu'il... je sais pas si c'est un diptyque. Je sais que c'est tome 1, donc il y a forcément tome suite. Il me semble que c'est un diptyque, tu nous avais dit Tommy Lamy. Oui. Tommy Lamy. Thierry, Tommy Lamy. Tommy Yumi, peut-être, à la rigueur, tu vois, ça aurait pu faire... Voilà. Donc Thierry. C'est Thierry, comme moi. C'est comme toi, Thierry Lamy. C'est peut-être pour ça qu'il voulait pas prononcer son prénom. Il s'est dit, putain, le pauvre. Salaud. Bon, voilà, je vais pas en dire plus. Oui, enfin bon, ça t'a plu ou t'as laissé indifférent? Ça lui a bloqué la porte des chiottes pendant un jour, quoi. Voilà, c'est bien mais sans plus, quoi. J'ai pas kiffé de ouf. Maintenant, on n'est pas forcément la cible, hein. Voilà. Et après, c'est vrai que il y a beaucoup trop de choses. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il n'est pas non plus trop de choix, étant donné que c'est un diptyque. Bien sûr. Mais c'est vrai que le secret du secret, et tout le monde tout le monde se retrouve, on va dire, au même endroit, au même moment. C'est ça. C'est un classique. Hein. Ça, oui, ça fait beaucoup de coïncidences. C'est ça. C'est de la tragédie, monsieur. C'est les règles de la tragédie. Ceci étant dit, au final, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Oui. Je tiens à le dire de manière claire et nette. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Bon, ça c'est fait. Voilà, on va passer sur quelque chose d'un peu plus compliqué à raconter. Et c'est pour ça que c'est qui s'en occupe. Et c'est pour ma gueule. Non, tu arrêtes de me enlever la souris. Tu me rends la souris. Donne-moi le mulot. Voilà. Donc on parle de Saga tome 8. Alors c'est pas la merde, hein. Voilà, soyons honnêtes. Dans le tome 7, ils étaient coincés sur une planète. Déjà le pitch de départ.
Le Roméo et Juliette de départ. Non, mais pour remettre un peu dans le bain. Ouais, quoi. non, putain, on est en tome 8. Oui, mais tu peux juste dire le pitch de départ. Après, c'est Alors, il facile. y a une guerre entre deux Il y a une peuples guerre qui n'ont entre pas deux le peuples droit de qui se marier entre eux. sont sur deux planètes différentes, l'un est la lune de l'autre. Et d'un côté, c'est des animaux, de l'autre côté, c'est des magiciens. D'un côté, c'est des cornus et d'autre, c'est des Des, zélés. des cornus et des zélés. Et ils n'ont pas le droit de se marier entre eux, bien sûr, puisque c'est la guerre. Hein. Enfin, voilà, faudra Oui, imaginer. puis ils sont censés pas être compatibles. Alors, ça, pas compatible, personne n'en sait rien, puisqu'ils n'ont pas le droit. C'est hérésie. Donc voilà. Et puis bon, ben, finalement, forcément, il y a deux cons de soldats, une soldate ailée et un soldat cornu qui baisent ensemble, qui couchent ensemble. Et truc de dingue, ils arrivent même à faire un mioche ensemble. Voilà. Et depuis, ils fuient. Et depuis, ils fuient. Voilà, Depuis, c'est voilà, facile. ils fuient. Ils fuient notamment à bord. Ils ont fui à bord d'un vaisseau arbre. T'as un tronc d'arbre. Un séché. tronc d'arbre tronc qui d'arbre. vole quoi, enfin, à travers l'espace très vite, super bien. Bon, faut quand même lui mettre du carburant, ce qui a posé quand même quelques petits soucis dans certains tomes. Donc C'est voilà. pas très vendeur la façon dont tu le racontes. Ouais, Pourtant, mais j'aime oui. beaucoup. J'aime bien raconter des conneries. Donc dans le tome 7, ils étaient coincés sur une planète qui était ravagée par la guerre. Nos personnages principaux, Alana et Marco, qui sont également accompagnés par Hazel et Petrichor. Robot qui est toujours là et Isabelle qui elle n'est plus là vont rester coincés plus longtemps que prévu sur place et c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour tout ça et donc ça il y a eu des morts. Bon, maintenant on est au tome 8, Alana est enceinte. Et ça se passe pas forcément La grossesse c'est pas top quoi. super bien, c'est franchement la même merde et donc elle va se rendre sur une planète pour avorter Une planète western. et c'est une planète western. Ambiance. Oui, ambiance petit buisson qui vole, beaucoup de cailloux partout, il fait chaud, ça sent la poussière et Espèce de zèbre parce que c'est pas des chevaux. ouais, mais bon, ça c'est détaillesque, mais avec plein de couleurs par contre. C'est du zèbre, Ouais. c'est du zèbre en Technicolor quoi. Ouais. Et bon, bien sûr, c'est la planète Avorta quoi, ou je veux un truc du genre. Et le problème c'est que quand elle y va, ils lui disent ouais, mais en fait vous êtes à quel mois de grossesse? Ah oui, mais non, c'est trop tard là, on peut rien faire pour vous madame, c'est pas possible. Mais elle fait comment? Alors nous on fait pas ça, hein, mais si vous voulez, vous pouvez faire le tour de la planète et là-bas il y a des bouchers, des chirurgiens qui veulent bien s'occuper de vous. Libre à vous d'y aller. Ok, et c'est là que les aventures commencent. On dirait un peu un début de scénar de jeu de rôle quand même. Hein. C'est pas, c'est On pas loin de devrait ça. faire ce truc sympa et tout. Mais si vous alliez plutôt voir les mecs super louches là-bas. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc voilà, ils s'en prennent encore une fois à plein la gueule. Oui. On va juste quand même rappeler que l'histoire est racontée en fait par la fille. Depuis Oui. le début, elle est Plus racontée en tard. fait par la fille Par donc, l'enfant. par l'enfant, voilà, de notre couple de fugitifs. Et c'est elle aussi donc, qui raconte aussi cette histoire-là. C'est ça. Et donc, elle raconte, sachant qu'elle est en vie, hein, elle est là. Et elle raconte. Elle a 8 ou 9 ans là je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais bon, elle grandit de manière un petit peu anarchique, Ouais. cet enfant. C'est- Et en fait, elle va vivre avec l'image de son frère qui est en train de se faire tuer, a priori, mais qui, En train de mourir, qui est en train de, oui, qui est en train de mourir, mais qui est qui devient présent. Et donc, il y a une présence tangible. Donc, vous imaginez bien déjà que un avortement, la perte d'un enfant à naître, c'est déjà en soi une épreuve, mais quand en plus, par des biais magiques, vous vous retrouvez à faire sa connaissance, Parce qu'il y a son image il y du a futur son enfant. image du avec- futur, à peu près à l'âge de la gamine, hein, qui est là, ça, voilà, hein, ça vient gratouiller là où ça fait mal. Et que ta fille le rencontre et s'attache à lui. Mais forcément, c'est son frère. C'est pas rigolo. Bien sûr, parce que là, bizarrement, entre frères et sœurs, d'habitude, ça chamaille. Eh ben là, ça chamaille pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, ça chamailloute, quoi. Donc voilà, non, c'est un tome qui est psychologiquement fait mal. Voilà. Alors après, je ne sais pas si les vécus des uns et des autres ont fait que ça a forcément un peu plus gratouillé que chatouillé, mais l'air de rien, c'est très très bien raconté. On n'est pas dans le gros bourrinage, parce qu'avec Robot, ça pourrait. Brian Avec, Kevogan est toujours génial dans sa narration. Hein. Voilà, c'est tranchant quand ça doit l'être, c'est de la dentelle quand ça doit l'être, et la psychologie des personnages est toujours aussi bien rendue. Même les personnages, parce que pour rappel, Robot et le prince
des gens qui dirigent la galaxie entre guillemets, hein, et qui favorisent la guerre entre les ailés et les cornus parce que ils se font de la thune avec. Et c'est vraiment une race de gros enfoirés. C'est ça. Et là, globalement, ça fait quand même plusieurs tomes que maintenant on tourne non plus sur les actions, les guerres, les machins, et on est vraiment sur la psychologie des personnages. Alors, on les place dans des situations très difficiles. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Et c'est comme ça que les auteurs développent la psyché des personnages, et comme ça qu'ils nous les présentent, quoi. C'est voilà. C'est toujours présenté avec je trouve un énorme talent de montrer, on va dire, toute la chienlit que tu peux avoir dans la vie, et utiliser, on va dire, la SF pour te faire réfléchir à ce que tu peux avoir toi dans ta vie. Je trouve que c'est vraiment, voilà, et c'est vraiment très très bien mené. Moi, je lis vraiment toujours Saga avec le même plaisir, quoi. Mais par contre, à chaque fois que tu prends un tome de Saga, tu ne sais jamais sur quoi tu vas aller. Et tu t'attends au pire. Enfin, au pire, dans le récit, oui. Hein, pas dans ce que ça raconte. On a une trame, parce qu'on sait un petit peu, on suppose un peu où ça va aller, mais c'est vrai que c'est quand même toujours à chaque fois la découverte. Et encore une fois, bah oui, ils te mettent sur le truc, tu fais ah ouais, tu peux faire ça aussi avec de la SF. Puis c'est plus que de la SF, c'est du space-up fantasy avec des trucs complètement barrés, des concepts hallucinés qui sont en plus représentés par Fiona Staples au dessin de façon magistrale. Elle a un talent, un trait qui est tout en finesse, à la fois en douceur, mais qui peut te montrer des choses horribles, représenter des monstres, des races extraterrestres étonnantes, faire des mix, des trucs qui sont complètement absurdes, mais qui ont l'air totalement cohérents, en fait, dans ce monde. Alors que tu le mettrais à part dans n'importe quoi d'autre, mais c'est débile comme design. Ça tient pas la route, il y a ce truc, mais non, ça marche, mais nickel. Les designs de cornus et les designs d'ailés, à la rigueur, pourraient s'accorder. Maintenant, le peuple de robots au milieu... ils ont des têtes de moniteurs. C'est quand même juste invraisemblable. Ils ont des têtes de moniteurs. Et sur les les plus moniteurs, jeunes, ils ont des moniteurs plats. Oui, bien sûr, forcément. Le roi, c'est un putain de 55 pouces ou un truc de 72 tube pouces. cathodique de la mort. C'est un truc de fou. Et donc, ouais, oui, voilà. Ils ont toujours ce talent-là au niveau de la narration pour nous présenter ces personnages et leur psychologie. Il y a quand même une palanquée de personnages maintenant. Donc on fait des tours et on fait des détours, mais on nous laisse quand même toujours un petit indice. Et au fait, eux, ils en sont là. Hein, eux, ils sont en train de faire ci, eux, ils sont en train de faire là. Et je me fais pas vraiment de soucis pour que l'ensemble de ces informations-là, à un moment donné, se recoupent et redeviennent utiles. Parce qu'on a déjà eu, dans les tomes précédents, le cas de figure. On les laisse à un endroit donné, mais on va les récupérer, et c'est utile pour la trame générale. Oui, et puis quand tu décides dès le premier tome de ta série de l'appeler Saga, c'est que quelque part tu te mets un petit peu une ambition un peu élevée, et que tu as intérêt à avoir une idée d'à peu près où tu vas pour une bonne dizaine de numéros. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble leur lieu de travail, quoi. Tu vois, ils ont quoi, des petits fils rouges tendus avec des punaises, tu vois, je sais pas, ou c'est en 3D carrément. À mon avis, ça doit être que dans la tête de Brian Kevogan. Apparemment, il va faire une pause là. Hein. Ah oui. Ils vont faire une pause sur Saga pendant quelques mois. Donc, on avait 6 mois entre chaque numéro, ça va être plus long maintenant. Bon, ça va être dur. Bon, en attendant, voilà, ça reste toujours du très très bon. Le dessin est toujours aussi bon, le scénario toujours aussi construit, et c'est toujours intelligemment raconté. Si vous avez toujours pas commencé cette série, je sais pas ce que vous foutez, quoi. Je crois que on n'a jamais mis de coup de cœur à Saga. Hein. La question se pose, est-ce que ce serait le moment? Est-ce qu'on attend pas sur celle-là, il faut attendre la fin d'un arc déjà. Non, on a dit que c'est un peu comme les Boys. On a dit qu'on en parlerait qu'à la fin, tu vois. Ouais, mais y aura-t-il une fin? C'est une saga, monsieur. C'est une saga. Star Wars a une... Ah merde, non. Alors, mais si Disney a pas racheté c'est comme si on avait attendu l'épisode 4 d'Indiana Jones pour pouvoir mettre un coup de cœur à Indiana Jones, tu vois. Non, on lui met un coup de crâne. On en revient, il n'y a pas de numéro 4. Non, il n'y a pas de numéro 4. Très rapidement, nous allons revenir sur DBD, dont on a lu plein de tomes avant. Lazarus, le numéro 6. Voilà, c'est fait. Lazarus par Greg Rucka, Michael Lark et Arcas. C'est un tome un peu particulier. Je vous rappelle vite fait, dans Lazarus, nous sommes dans un monde futuriste où des grandes familles gèrent des corporations et ont des soldats, ont tous un soldat super balèze qui va être soit bionique, soit modifié génétiquement pour gérer un peu les conflits en interne. Et on est vraiment sur un monde où les strates sociales sont très marquées, où on a les familles, les serfs qui bossent pour eux et la piétaille dont on n'a rien à foutre et qui peuvent tous crever, c'est pas grave. Et donc on suit principalement... La vraie vie, quoi.
On suit principalement l'histoire de Zut, j'ai plus son nom en tête. Bref, d'une des Lazars, dans une des familles dans laquelle il arrive plein de choses. Et là, elle a été blessée grièvement dans le précédent tome, et donc c'était l'occasion parfaite pour nous faire patienter avec des histoires indépendantes qui reviennent sur tous les autres personnages pendant qu'elle est en train d'agoniser et qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver. Bande d'enfoirés. Ça leur permet de passer sur plusieurs dessinateurs, plusieurs tons, de montrer plein de facettes de l'univers qui sont super intéressantes, de s'intéresser aux autres Lazars aussi. Et c'est dans la continuité, c'est vraiment très très bien, ça enrichit vraiment le monde. Ça pose aussi quelques, tu parlais des cailloux blancs, quelques petits cailloux qui pourront être réutilisés plus tard dans l'arc principal. C'est une belle respiration. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec ce Lazarus tome 6 qui s'appelle X plus 66. Mais j'attends quand même le 7 parce que je veux savoir ce qui va lui arriver. Je veux savoir. Il va mourir. Voilà. Vous validez, hein, c'est toujours une série à suivre. Hein. Je pense qu'il faut continuer sur Lazarus. Moi je dirais oui. Ça déchire, ça va bon. Altaïr, tome 19. Et là, je me dis quand même si c'est un express, oh la vache, ça fait quand même déjà 19 tomes qu'on lit. Ouais, c'est rare qu'on lise un manga aussi longtemps. Hein. Bon, toujours sur l'histoire de Zaganos Pacha et de la conquête de la Turquie vis-à-vis du... Baltringue. Du Baltringue. J'attendais, je sais pas la question que tu n'as pas faite. Donc du Baltrin. Donc la conquête du Baltrin a quand même bien avancé, mais il y a encore des possibilités que l'Empire réussisse à retourner la guerre et à attaquer la Turquie. Tu penses que l'Empire va contre-attaquer? C'est celle-là qui préparait depuis tout à l'heure. Donc peut-être... Je suis à l'affût. Peut-être parce que justement, oui, les Turcs ont peut-être avancé trop vite avec leurs alliés, et forcément, quand tu vas très vite à la capitale ennemie, est-ce que tu as la logistique et les moyens de continuer à défendre tes frontières et avoir aussi Napoléon, l'arrière-garde, quoi. Rien à voir. C'est toujours aussi efficace. Après, là, je trouve quand même qu'ils commencent à nous rajouter beaucoup de nouveaux personnages. Ils en éliminent pas mal, il faut un peu renouveler le... Alors, ils en ont pas éliminé tant que ça. C'est vrai. Parce que, l'air de rien, tous ceux qui sont avec Zaganos Pacha, ils sont toujours présents. Tous les mercenaires qui le suivent, qu'on a déjà eu sur quelques aventures, ils sont toujours présents. Et là, on te rajoute des personnages au fur et à mesure. C'est cool les gars, mais il faut peut-être pas non plus nous voir ça trop en longueur. Voilà, c'est sympa, je prends toujours autant de fun à le dire. Maintenant, il faudrait peut-être pas non plus que ça dure encore pendant 35 Après, tomes. c'est vrai que ça reste assez dense parce que oui, on est vraiment dans de la stratégie, du politique, et pour le coup, dans le genre, c'est très réussi. J'ai rien lu de similaire en fait. Graphiquement, toujours aussi fouillé. Ouais, à part Game of Thrones, on n'a pas vu. Oui. Ouais. Mais au niveau graphique, oui, c'est toujours aussi fouillé au niveau du dessin, et ça, c'est toujours agréable avec surtout les costumes, qui me font quand même toujours kiffer. J'aime pas non plus à donfler les fringues, mais je trouve que sont vraiment super bien dessinés dans le bouquin. Franchement, il maîtrise au niveau de l'étoffe. Eh bien, nous avons fini cette première de notre 9e saison. C'était la première émission. Voilà, donc qui a eu des conditions de départ assez difficiles, une arrivée tardive d'un des participants, merci à lui. Non, c'est pas ça. Moi-même et mon slip. Emmenez-moi, Voilà. C'est quoi On espère que vous avez apprécié cette émission. On espère vous retrouver pour la prochaine. Ouais. Les prochaines seront des émissions spéciales Festival de Saint-Malo, car Et oui, parce qu'ils se voyaient déjà en haut de l'affiche. je vais me rendre à Quai des Bulles. Ok. J'ai pas mal déjà d'interviews Tu oses programmées. Voyant. C'est la première fois que je vais aller me balader dans ce festival, qui paraît-il est un des meilleurs festivals, en tout cas pour les auteurs. Je ne sais pas ce qu'il va en être pour les chroniqueurs. J'espère que je vais pas trop me faire chier dans les soirées. On va voir. Bon, il y aura de la bière. Il y aura du cinéma. Il y aura du chouchen. Ouais. Il y a du Je chouchen pense à que je vais- volonté. ouais. Viens donc faire Je vais un tour manger à du beurre. l'ambé. Je vais manger du beurre pendant plusieurs jours, parce que c'est la nourriture principale des Bretons. Oui, Avec de la farine et du sucre. Non, C'est mais la il y a que du beurre. Parfois, tu Mais ça dépend. Tu sais, les pâtisseries là-bas, c'est en fonction de la quantité de beurre qu'on leur donne un nom. sais, chez nous, ils se prennent de la pâte, machin, ils te mettent de la salade, machin, et tu demandes un kebab. Bon, Mais là, ils font pareil, mais on ils va laisser les gens ils peut-être tapent dans qu'ils ont- une mode de ils ont beurre. autre chose à faire en fait. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes, sur Facebook, de partout. Nous, ça nous fait toujours plaisir. À parler de nous, ou ce qui peut être sympa aussi, c'est de nous soutenir sur Tipeee. Mais vraiment, parlez de nous, faites-nous connaître, car franchement, je pense qu'on est le meilleur podcast sur la bande dessinée du monde. Putain, qu'à faire, faites-nous connaître auprès de gens qui sont genre multimilliardaires. Et qui veulent nous donner des sous. Des mécènes quoi. Qu'on achète du matériel mieux et qu'on change les ampoules qui grésillent dans cette On baraque. pourra même changer les chroniqueurs. Ouais, ça pourrait être... Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye.